Donc, la deuxième présentation scientifique aujourd'hui sera donnée par Sari Awad, qui va nous parler de production de carburants alternatifs à partir des déchets thermoplastiques par voie de pyrolyse. Donc, Sari est enseignant-chercheur, maître assistant à IMT Mines-Atlantique dans le département Système énergétique et environnement. Ses travaux concernent la valorisation énergétique de la biomasse et des résidus. Il s'intéresse aussi à la production de biocarburants, donc il va faire l'objet de sa présentation aujourd'hui avec des focus sur l'efficacité des systèmes énergétiques et leur intégration dans les réseaux d'énergie. Merci Christian pour la présentation. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux de notre équipe sur la production des carburants alternatifs à partir des déchets thermoplastiques par voie de pyrolyse. Donc ma présentation va suivre le plan suivant. Donc je vais commencer par une petite introduction pour situer le contexte et la genèse de l'idée sur laquelle on travaille. Puis je vous présente l'installation continue qu'on a utilisée, suivie par les résultats des essais de pyrolyse. Je terminerai par le bilan de masse et d'énergie et bien sûr, je conclus et je propose des perspectives à venir. Donc, la quantité de plastique produite depuis 1950 a dépassé le seuil de 9,2 milliards de tonnes qui sont cumulées et qui représentent à peu près 4% de la quantité de pétrole produite sur cette période. Et cette quantité, elle est attendue d'atteindre 12 milliards de tonnes en 2050. Donc, si on regarde un peu le devenir de ces produits, donc on a 30% de ces plastiques qui sont en cours d'utilisation, ce qui n'est pas étonnant si on sait que sur les 20 dernières années, il y a autour de 60% de ces plastiques qui ont été produits, donc ils sont toujours en cours d'utilisation. Mais le recyclage, il est très faible, il est de 6,5%. La récupération énergétique qui se fait essentiellement par incinération, elle représente 10%. Donc 30% ont été enfouis et le plus critique, ce sont les 20% qui restent, qui se trouvent dans la nature et qui finissent dans la mer, dans nos champs et finalement dans nos assiettes et qui ont des effets assez néfastes sur l'écosystème, sur les êtres vivants et surtout sur les êtres humains, sur la santé humaine. Donc, si on regarde un peu le contexte français, sur l'année 2018, tout secteur confondu, 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques ont été collectés, ce qui représente un peu plus que 50 kg par habitant par an. Donc, 23% de ces déchets ont été recyclés, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne européenne. 42% ont été incinérés pour récupérer de l'énergie et 35% ont été stockés dans des centres de stockage de déchets non dangereux. Donc, si on regarde un peu plus près ces chiffres-là, on trouve que le recyclage a beaucoup de défis à surmonter. Premièrement, la pureté élevée requise pour les intrants fait écarter une bonne partie de déchets plastiques tels que les mélanges complexes, les produits techniques qui sont faits en multicouches formés de plusieurs types de plastiques et certainement les plastiques qui sont souillés. Donc, deuxièmement, le recyclage qui se fait essentiellement par voie mécanique, c'est plutôt un décyclage, c'est-à-dire qu'à travers des cycles de recyclage, ce plastique, il perd en qualité et on arrive à une qualité finale, on arrive à un produit final qui n'est plus recyclable, ce qui est le cas, par exemple, de films de plastique où les plastiques qui ont été dont la caractéristique ont été perturbées par l'utilisation, comme les plastiques agricoles ou bien les membranes qui subissent beaucoup de traitements chimiques. Et finalement, les hauts coûts d'installation et d'opération d'installation de recyclage rendent difficile la rentabilité et la viabilité de la valorisation des gisements diffus ou dispersés. Donc, le stockage dans des centres
de stockage de déchets non dangereux sera banni à partir de 2025 et du coup, ce flux de déchets doit être à nouveau géré soit par voie de valorisation énergétique, soit pour le recyclage. Donc, essentiellement, la récupération énergétique se fait par incinération et donc maintenant, la recherche, elle est axée sur des procédés plus efficaces et plus respectueux de normes de rejet. Donc, les procédés thermochimiques peuvent répondre à ces problématiques-là. Et il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine-là. La recherche et le développement s'orientent, et même l'innovation s'oriente dans cet axe-là. Donc, ces procédés thermochimiques, ils peuvent à la fois servir pour améliorer le recyclage et la valorisation énergétique. Donc, le recyclage en reproduisant des monomères, en produisant des produits chimiques, ce qui aide à récupérer un peu du gisement qui n'est pas traitable par voie mécanique. Et ça aide aussi à produire des matériaux carbonés en partant de biochars simples jusqu'à des nanotubes de carbone. D'autre part, la valorisation énergétique peut se faire également en produisant des combustibles solides, liquides et gazeux par craquage thermique. Donc, l'idée de base sur laquelle on travaille au DS2E, est venue du fait que depuis 2008, le DS2E travaille sur la problématique de pyrolyse de déchets plastiques. Et donc, on a constaté que les températures de dégradation de ces produits, elles se situent entre 400 et 500 degrés. Et les produits majeurs de cette dégradation, ce sont des hydrocarbures légers qui peuvent être utilisés sous forme de monomères, de molécules à valeur ajoutée ou de carburant. Donc, vu l'historique de cette équipe de recherche et la connaissance cumulée dans la valorisation des carburants, la caractérisation et l'utilisation des carburants sur des moteurs à combustion interne, donc, on a constaté que la chaleur résiduelle en sortie des moteurs à combustion interne, elle est à la même ordre de température que celle requise pour les déchets, enfin pour pyrolyser les déchets thermoplastiques. Donc, l'idée est venue, pourquoi pas remplacer l'apport énergétique de pyrolyse par l'énergie résiduelle de ces moteurs à combustion interne. L'idée en soi, elle est alléchante, mais il y a beaucoup de défis techniques à relever. Donc, en 2018, dans le cadre des travaux de thèse de Chantal Kassarji, on a essayé de répondre à certaines de ces questions. Donc, les objectifs de cette thèse étaient de produire un système autotherme de valorisation de déchets plastiques. Et le deuxième objectif était de récupérer des coupes qui soient valorisables, donc de trouver des utilisations finales pour ces produits. Donc, les questions scientifiques qu'on s'est posées, c'est quel est le comportement de ces déchets thermoplastiques de point de vue chimique lors de la pyrolyse? Quel effet peut avoir les mélanges de déchets thermoplastiques au sein du milieu réactionnel? Et est-ce qu'il est possible d'avoir un réacteur compact pour réaliser cette valorisation? Donc, le premier réacteur qu'on a fait, il est simple. Donc, c'est une vis sans fin qui est alimentée par un mélange de déchets plastiques et d'un catalyseur qui est une zéolite de type Y. Donc, ce réacteur, il est chauffé par une double paroi à l'aide des gaz d'échappement du moteur. Les gaz de pyrolyse continuent leur craquage dans une deuxième partie du réacteur, un réacteur multitubulaire, avant d'être condensés. Les gaz non condensables ont été récupérés et analysés, et pareil pour les liquides. Donc, les premières analyses ont été faites avec des polymères purs, essentiellement les polyéthylènes et le polypropylène. Donc, on a constaté des rendements en liquide de l'ordre de 75 à 80% et des rendements en gaz entre 19 et 24%.
le reste étant le résidu solide, peut-être sous forme de résidu carboné ou bien de biochar. Donc, l'analyse de la phase gazeuse et de la phase liquide s'est faite en chromatographie par phase gazeuse pour déterminer la composition en produits essentiellement par longueur de chaîne carbonée. Donc, il a été constaté que les produits issus de la pyrolyse catalytique de polypropylène et de polyéthylène ont des profils similaires avec des valeurs médianes qui se situent autour de C5, C6, donc 5 ou 6 atomes de carbone, avec une longueur maximale de chaîne carbonée de 15 atomes de carbone pour le polypropylène et 27 atomes de carbone pour le polyéthylène. Donc, cette ressemblance dans les profils provient de la sélectivité du catalyseur utilisé, qui, lui, il agit vu de sa forte acidité sur l'ion, par un mécanisme d'ion carbénium, qui produit des chaînes ramifiées. Donc, ces chaînes ramifiées, à partir d'un certain degré de ramification, ils auront du mal à être absorbés dans le catalyseur, ce qui fait que finalement, pour les deux produits, on arrive à un certain équilibre sur les produits finaux qui se ressemblent. Donc, le polyéthylène a des longueurs de chaîne un peu plus élevées à la fin, parce qu'on commence avec un produit linéaire, alors que le polypropylène qui est déjà ramifié, on commence avec une vitesse de ramification un peu plus élevée, ce qui fait que le polyéthylène finalement donne quelques produits supplémentaires. Donc après, on a passé à l'étude des mélanges de polyéthylène et de polypropylène. Donc on a fait des mélanges de 80-20, 50-50 et 20-80% en masse. Et pareil, on a analysé la composition des liquides et des gaz. Et vu la ressemblance entre les produits de polyéthylène et de polypropylène, on a fait la comparaison entre les produits de pyrolyse d'un mélange, de chacun des mélanges. Par exemple, ici, on prend le cas de 50-50 de polypropylène et de polyéthylène, et on l'a comparé avec une bio-huile constituée de 50% de produits de pyrolyse de polyéthylène et 50% de produits de pyrolyse de polypropylène. Donc, ça a donné des ressemblances assez importantes. Donc, on a eu une ils sont quasi identiques. Et ce qui renforce encore plus l'hypothèse de la sélectivité de catalyseur qui fait que ce soit de polyéthylène ou de polypropylène, on va avoir finalement les mêmes produits finaux. Donc, ces produits-là ont été séparés à différentes températures pour essayer de trouver 3 coupes différentes. Donc, une coupe de gazole qui sera utilisée pour alimenter notre moteur diesel, qui va alimenter le système autotherme et produire de l'électricité, une phase essence et une phase intermédiaire qui pourrait être utilisée comme kérosène. Donc, les caractérisations de chacune des phases a montré qu'elles ont des caractéristiques très proches de celles requises par les normes européennes relatives au carburant, mais qu'il fallait les corriger en ajoutant un peu de biocarburant, donc ce qui est déjà utilisé sur les stations de service pour le biodiesel qui est injecté à 7% dans les différents carburants. Et l'éthanol, bon, ce sera le cas de superéthanol parce qu'ici, on met 25% d'éthanol, mais c'était suffisant déjà pour justifier ces températures de séparation. À 220 degrés, la partie qu'on a qualifiée de kérosène, normalement, elle a la même plage de distillation que le kérosène, mais elle nécessite d'autres caractérisations supplémentaires pour pouvoir valider cette hypothèse. Il te reste aussi 1 minute, mais comme pour Javier tout à l'heure, je ne vois pas de questions encore. Donc, si on n'en voit pas, tu peux... Je vais passer vite sur le bilan d'énergie. Donc, le bilan d'énergie constaté au laboratoire. Donc, on a alimenté le moteur avec du carburant diesel. Donc, en récupérant l'électricité et en comptabilisant
l'énergie contenue dans les carburants produits, on arrive à un rapport d'énergie net de 1,45. C'est-à-dire on récupère 1,45 fois plus d'énergie de ce qu'on récupère, mais de ce qu'on met en termes de carburant. Mais le problème qu'on a une chaleur résiduelle assez importante et ça pourrait être lié aux échanges de chaleur à l'intérieur du réacteur. Donc après, pour se projeter vers un cas idéal où on estime que toute la quantité de chaleur produite qui se trouve dans les gaz d'échappement puisse être récupérée pour faire de la pyrolyse, on arrive à une situation où le rapport net d'énergie il est de 32,7, c'est-à-dire qu'on récupère 32 fois de plus d'énergie que le carburant. Et effectivement, la réalité doit se situer entre ces deux valeurs-là. Donc, pour conclure, dans ce travail-là, un concept de valorisation en continu des déchets thermoplastiques a été validé sur des mélanges de polyéthylène et de polypropylène à teneur variable. Donc, 4 fractions ont été récupérées, une gazeuse et 3 liquides. Un écart assez important a été constaté entre le ratio d'énergie net actuel et le maximal qu'on peut espérer, et l'efficacité des échanges thermiques a été mise en cause. Donc, les perspectives pour ce travail-là, c'est d'élargir le gamme d'intrants pour utiliser d'autres types de plastique, ce qui représente plus la réalité des déchets mélangés. Donc, on a entamé également une modélisation mécanistique pour comprendre effectivement les phénomènes thermochimiques qui se déroulent au sein du milieu réactionnel pour pouvoir concevoir un réacteur compact qui puisse utiliser le maximum d'énergie dans les gaz d'échappement pour valoriser les déchets. Sur les perspectives, il y a aussi le dimensionnement de systèmes de séparation en continu puisqu'on a besoin de récupérer la phase gazole directement pour alimenter le moteur. Et après, il faut réaliser des études technico-économiques en tenant compte de différents scénarios qui peuvent représenter qui peuvent être issus des contraintes liées à la matière première ou bien au profil d'utilisateur final visé et finalement définir une taille critique pour chacun de ces scénarios proposés. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sari. Alors, effectivement, une question est arrivée de la part de Gilles Flamand qui concerne la qualité des plastiques qu'on utilise. Est-ce qu'il y a une influence des ajouts contenus dans les plastiques sur le procédé et en conséquence, faut-il faire un tri en amont? D'accord. Donc, sur ce qu'on a utilisé, on a utilisé en fait dans ce procédé-là des plastiques provenant de… Enfin, au départ, on a commencé par des plastiques vierges, donc des granulés de plastique pour calibrer le système. Après, on a utilisé des déchets plastiques tout venant. Donc, on a trié nous-mêmes pour n'avoir que du polypropylène et du polyéthylène. Effectivement, les additifs dans les plastiques peuvent jouer un rôle, mais sur le nombre d'essais qu'on a réalisés, et chaque fois on avait des déchets d'origine différente, on n'a pas constaté beaucoup de différences dans les produits finaux. Ok, merci. D'autres questions? On a encore un tout petit peu de temps. Ouais. Donc, si on travaille avec des partenaires industriels, donc pour l'instant, on travaille plus sur le procédé, on fait promouvoir un peu notre installation, mais on n'a pas encore enfin, il y a eu quelques prestations pour tester quelques fonctionnalités pour des industriels, mais on n'a pas encore un travail comment dire, assez assidu avec un industriel sur la problématique en soi ou bien sur le réacteur en soi. Et effectivement, là, l'échelle pour l'application industrielle, à quelle échelle, c'est ça la question qu'on se demande parce que l'idéal, c'est d'arriver aux tailles le plus faible possible parce que c'est ça ce qui est plus proche de l'économie circulaire et c'est ça ce qui va aider à récupérer les déchets plastiques diffus qui sont bien dispersés
Mais pour l'instant, on n'a pas encore entamé une évaluation technico-économique pour voir quelle échelle il faut vraiment viser, que ce soit réaliste. Une dernière question, on a le temps encore. D'Ange, y a-t-il une influence de la nature de la biomasse utilisée pour la production des huiles pyrolytiques? Oui, vu qu'ici, on travaillait qu'avec polyéthylène et polypropylène, donc qui sont des polymères assez, disons, qui sont assez réguliers. Ben, on n'a pas, peut-être qu'il y aura des effets des additifs, hein, les colorants, les additifs qu'on aide pour changer la texture. Mais sur le nombre des essais qu'on a réalisés sur ce procédé-là, on n'a pas constaté beaucoup de différences. De toute façon, en termes de la composition en longueur de chaîne carbonée ou bien la composition entre solide, liquide et gaz des produits finaux. Christian, le cher, Oui, est-ce que tu permets que je précise la question? vas-y, vas-y. Sari, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends. Tu as expliqué, donc tu produis ton huile pyrolytique à partir de plastique, donc ça c'était Ouais. clair. Et un peu à un moment, tu as dit que tu additives avec des huiles pyrolytiques qui ne viennent pas des polymères pour faire le carburant. Ah oui, à la fin pour le... Voilà, donc c'est ça la D'accord. question en fait, Ouais, parce que les additifs, en finalement, fait, ouais, ils peuvent avoir le même nombre de chaînes de carbone. Ça ne veut ouais, pas dire que la chimie, la molécule, ça peut être un alcane, un alcène, un ouais, ester. Tu comprends? Donc c'est ça la ouais, je question. comprends. Non, les additifs, là, en fait, on a fait des additifs, c'est sur ce slide, Ici. voilà, ici. Donc, c'était le bioéthanol. Donc là, le bioéthanol, c'est une molécule, bon, peu importe la biomasse d'origine, ben, on va avoir le même résultat. Pour le biodiesel, on a produit le biodiesel de colza parce que tout simplement, c'est ça ce qui est utilisé majoritairement en Europe. Et donc, pour rester un peu dans les normes, on a utilisé ça. Mais vu nos études sur les plus générales sur le biodiesel, effectivement, la nature et la composition initiale de l'huile utilisée pour la production de biodiesel peut avoir un effet sur les caractéristiques finales. Oui. Merci.